Salut, c'est Jason XR Studio. Aujourd'hui, je vais t'expliquer le principe du mixage. Le mixage en soi, c'est l'arrangement de plusieurs pistes d'une chanson, c'est-à-dire la voix, la guitare, la batterie, le piano, etc. vers une table de mixage. Et dans cette table de mixage, on va y insérer nos pistes et nos effets pour qu'elles soient tout simplement plus agréables à écouter. Parmi ces effets-là, on peut compter les volumes, l'égalisation, la compression, la panoramique, l'espace stéréo, le délai, la reverb et bien sûr les sidechains. Pour moi, le premier objectif du mixage, c'est de rendre audible et perceptible chaque élément du musique par son auditeur. Pour moi, le troisième objectif, c'est de rendre visible la musique. Lorsqu'on me demande de faire le mixage et le mastering d'un titre, j'essaie de visualiser le groupe qui est en face de moi. Il est attribué à chacun une place bien particulière pour que chacun puisse être entendu et compris. Pour moi, il y a trois étapes. La hauteur avec le volume, le dynamisme et les fréquences. La profondeur avec la reverb et le délai. Et ce qu'on pourrait appeler l'horizontale, mais on pourrait parler plutôt de panoramique. Pour conclure sur le mixage, je dirais qu'il faut rendre des choses réelles et crédibles dans leur univers. Parce que lorsque vous fermez les yeux, le groupe est en face de vous. Et lorsque vous vous concentrez un peu, il faut entendre chaque élément de votre chanson, que chacun ait sa place. Et si vous faites ça, vous réaliserez un bon mixage. Aujourd'hui, je vais te parler du principe du mastering. Le mastering, c'est la dernière étape du traitement audio de votre musique. Et il n'est pas là pour corriger les erreurs de mixage, mais simplement peaufiner ce que vous avez déjà fait auparavant. Pour moi, il y a trois objectifs. Le premier, ce serait donner plus de puissance au mix général. Ce qu'on peut souvent remarquer, c'est qu'un morceau uniquement mixé est généralement moins fort qu'un morceau masterisé. Alors, je ne vais pas vous dire que le couplet, le pont, le refrain doivent être exactement au même niveau, ça c'est faux. Mais simplement, est-ce qu'il y a un enchaînement naturel entre chacun? Pour moi, le troisième, ce serait de corriger les petites erreurs de sonorité faites dans le mixage auparavant, par exemple avec un égaliseur. Pour réaliser un bon mastering, il va falloir gérer ces étapes. La gestion du volume général, l'égalisation, pour moi le plus important aussi la compression multibande, les automations, la normalisation de la piste, mais aussi une légère reverb pour ajouter de la profondeur. Et surtout ne jamais dépasser 0 décibel, sinon votre mastering va saturer. Étant donné qu'on a parlé du principe du mixage et du mastering, aujourd'hui on va s'occuper du mixeur. Il y a trois grandes familles, l'analogique qui traite le son directement, le numérique qui assiste le logiciel MAO et les virtuels qui permettent de traiter en profondeur votre chanson, et nous allons parler en particulier de cette dernière. Une table de mixage est divisée en trois parties, le master, les pistes instruments et les scènes. Et cet outil nous permet de faire le mixage et mastering. Le master, c'est la piste maîtresse. Qu'importe l'effet que vous allez ajouter dessus, cela va influer sur toute la chanson. Et c'est ce qu'on appelle le mastering. On peut parler aussi des scènes qui sont des pistes auxiliaires et elles permettent d'ajouter de la reverb et du délai. Il y a aussi les pistes instruments qui permettent de traiter séparément la voix, la guitare, la basse, la batterie, etc. Dans une table de mixage, on peut parler aussi de bus mix ou de groupe de reverb pour appliquer le même effet à plusieurs instruments. On pourrait également parler de faders pour gérer le volume et de potards pour gérer la panoramique ou les effets de l'instrument. Pour conclure sur une table de mixage, il y a énormément de possibilités. Entre les effets de sidechain, de distorsion, d'automation clip, il y a beaucoup de choses à apprendre pour que votre composition soit personnelle. Et dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer comment on utilise ces effets séparément afin que vous puissiez comprendre leur intérêt pour le mixage et le mastering. L'égalisation permet de modifier le fréquentiel d'un son et donc sa sonorité. Ce filtre audio permet d'augmenter ou de diminuer le volume d'un son dans ses fréquences. Dans les basses, dans les moyennes, dans les aigus, il permet également de désamplifier ou d'amplifier un son. Tous les sons contiennent des fréquences exprimées en Hertz qui correspondent au nombre de vibrations par seconde, et plus il y a de vibrations, plus le son est aigu. Chaque son est un fréquentiel différent, vous allez prendre par exemple un large panel de kicks et vous allez retrouver quelques similitudes entre chacun, mais avec quelques différences. Et c'est un peu la signature de chaque sonorité. On peut parler aussi de deux types de fréquences, les fondamentales qui représentent la note et les harmoniques qui donnent le petit caractère au son. En modulant les hertz, on peut changer le caractère d'un son et passer d'un kick plutôt doux à quelque chose de plus agressif ou plus punchy. On peut également l'utiliser comme correcteur pour supprimer des fréquences indésirables. Vous pourrez également noter que les fréquences sont réparties entre 20 Hz et 20 kHz, car l'oreille a ses limites et elle ne peut ni entendre en dessous de cette zone, ni au-dessus. Pour vous donner une dernière information, ce que vous voyez dans votre égaliseur s'appelle le spectre sonore, il permet donc de visualiser le son. Si vous n'avez pas vu la première partie sur comprendre l'égalisation, je vous invite à cliquer sur le lien juste au-dessus. Dans la première partie, on a parlé du mode créatif et du mode correctif. Et pour moi, il y a deux méthodes. Pour moi, la première méthode, ce serait de traiter la piste seule pour aller plus loin dans la correction. La deuxième, ce serait de traiter cette piste en écoutant les autres en même temps pour voir l'ambiance générée. Et pour moi, c'est très important pour deux choses, pour définir la sonorité d'un son, mais également lui donner du caractère et de la couleur. Mais aussi pour éviter les couches
gauche ou masque de fréquence. Car si vous ne traitez pas vos pistes correctement, certaines fréquences vont ressortir et créer cette forme de brouhaha, de mix non clair, et si vous égalisez correctement vos pistes, vous allez avoir un mixage aéré. Dans ma façon de procéder, j'utilise déjà un coupe bas et un coupe haut pour supprimer les fréquences inutiles. Et ensuite, je vais faire un nettoyage pour supprimer certaines fréquences qui ne sont pas pertinentes au son. Et ensuite, je vais amplifier certaines fréquences pour donner de la définition, de la chaleur ou bien de la clarté. Le son stéréophonique, c'est comme une grande sphère. Chaque instrument y prend une place toute particulière et c'est pour ça qu'on appelle ceci l'espace stéréo. À la différence du mono qui ne va que dans un seul sens, qui est unidirectionnel comme pour un kick, la stéréo va englober toute la sphère ou en tout cas une bonne partie. Par exemple un schéma de son stéréo 2.0. Dans une autre vidéo, on ira plus loin sur le son multicanal comme le 5.1, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le mono à stéréo. Et bien comment fait-on? On passe par la panoramique. Par exemple Stereo Tool qui est très intéressant et gratuit, ou les paramètres de base de votre MAO. Grâce à cette VST, on peut passer du mono à stéréo, en changeant la direction d'un son. Pour comprendre l'espace stéréo, il faut imaginer un groupe en face de soi. On sera tous d'accord que les musiciens ne jouent pas en file indienne les uns derrière les autres. Et bien pour l'espace stéréo, c'est pareil. Il faut attribuer une place à chacun, et une place qui est tout à fait logique. Ce n'est pas pour rien que le chanteur est au milieu de la scène, et que les guitaristes et bassistes sont sur les côtés, ainsi que la batterie à l'arrière. Ou en comparant ça à un orchestre où les places sont choisies minutieusement. Et voilà, c'était tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dans la deuxième partie, on verra comment gérer sa panoramique, et je vous dis à mercredi prochain. Ciao! La voix que vous entendrez dans cette vidéo est celle de Rachel, qui est une voix professionnelle, et ses contacts sont disponibles dans la description. Coup de flou? Fais pétiller Evian Plus. La boisson délicieusement pétillante avec de l'eau minérale naturelle Evian. Pour commencer, il est nécessaire d'utiliser un coup bas à 120 Hz, car les fréquences juste avant ne sont pas utiles. Pour apporter de la chaleur à votre voix, il est intéressant d'augmenter les fréquences autour de 300 et 400 Hz. Plutôt 400 Hz, car ce sont des fréquences plutôt inspirantes. Si vous voulez donner de la précision à votre voix, il est intéressant d'augmenter les fréquences autour de 2500 Hz. Enfin, pour améliorer la clarté d'une voix, j'augmenterai les fréquences autour de 5000 et 6000 Hz. Coup de flou? Fais pétiller Evian Plus. La boisson délicieusement pétillante avec de l'eau minérale naturelle Evian. Et maintenant, je vais vous montrer une deuxième façon d'égaliser une voix féminine. Pour commencer, je vous invite à faire un coup bas autour des 100 Hz, augmenter les valeurs autour de 150 Hz, puis 400 Hz pour garder la côté inspirant. Si vous ressentez toujours un côté brouillon à votre voix, baissez les fréquences autour de 500 et 600 Hz. Quand vous ressentez des résonances provenant du nez, abaissez gentiment les fréquences autour de 1000 et 2000 Hz. Pour continuer sur la clarté, on peut rester sur les 2500 Hz ou augmenter jusqu'à 6000 Hz, tout dépend de la voix utilisée. Et enfin, pour conserver une certaine présence, je vous invite à monter toutes les fréquences après 6000 Hz. Coup de flou? Fais pétiller Evian Plus. La boisson délicieusement pétillante avec de l'eau minérale naturelle Evian. J'aimerais terminer avec ceci. Les fréquences que je vous ai indiquées sont celles que j'utilise en général, et il ne faut pas les respecter exactement à la lettre. Moi-même, je change ces paramètres à chaque voix traitée. Donc surtout personnalisez la manière dont vous égalisez une voix. Dans la dernière vidéo, on a parlé de la théorie autour du mono et de la stéréo. Aujourd'hui, on va voir comment on remplit cette sphère stéréo. Avant d'élargir le mix, on sera tous d'accord que l'on met en mono le kick, le snare, la basse, la voix principale et les solos de guitare. Maintenant, on va commencer à prendre de la place. On va prendre son clap et on va le mettre à 20 degrés gauche ou droit si vous en avez plusieurs. Si vous avez plusieurs synthés, je vous invite à mettre le premier à 30 degrés gauche et le second à 40 degrés droit. Si vous avez des bacs et que vous souhaitez qu'ils soient assez centrés, vous pourrez les mettre à 45 degrés gauche et droit pour quelque chose de plus aéré, 90 degrés chacun. Pour les crashs, vous pourrez les mettre à 15 degrés droit ou gauche, ou plus aéré à 60 degrés. Pour les toms, vous pourrez les mettre à 50 degrés gauche, et les autres percussions, les laisser assez libres. Remplissez l'espace qui n'est pas encore rempli. Pour les Charleston, je vous invite à faire preuve de dynamisme en le faisant bouger dans l'espace stéréo. C'est assez intéressant. Vous pourrez également utiliser le plugin Pancakes qui permet de faire cet effet. Pour parler des autres instruments, vous pourrez placer par exemple les violons à 90 degrés chacun, le piano ou la harpe à 60 degrés gauche. Si vous avez les deux, vous pouvez bien sûr les mettre ensemble. Pour les guitares électriques, vous pourrez soit les mettre aux extrémités comme les violons,
mais je préconise plutôt 40 degrés gauche pour le premier. Comme indiqué sur la vidéo de l'égalisation, ce ne sont que des conseils. Avec ça, vous aurez déjà un bel espace stéréo. Libre à vous de le changer comme bon vous semble. Dans les dernières vidéos, je vous ai expliqué la différence entre la stéréo et le mono, mais aussi comment réaliser sa panoramique. Et aujourd'hui, on va parler d'un plugin qui s'appelle Imager de chez Isotope, qui permet de finaliser toutes ces étapes depuis la piste master. Ce plugin permet de gérer avec précision la largeur stéréo d'un titre. Il possède également 4 bandes de fréquences qui sont gérables indépendamment pour plus de précision. Pour vous montrer l'utilité de cet outil, voici un exemple avant et après son utilisation sur une de mes propres compositions. Pour ma part, je suis assez conquis de l'effet donné, surtout qu'il a augmenté la largeur stéréo de la composition. Et dans ce style de musique précisément, c'est intéressant. Au niveau du visuel, j'aime beaucoup les couleurs et l'utilisation du vector scope et du compteur de corrélation qui assurent un excellent retour sur ce qu'on fait. Et ça, c'est très important pour le mastering. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que sur cet effet-là, on peut augmenter la profondeur et le naturel, même sur un mix mono ou un stéréo très serré. Mais cela ne remplacera jamais un bon mixage fait auparavant. On pourra également apercevoir un compteur de balance stéréo et un vector scope polaire. En tout cas, rien que pour le confort d'utilisation, je vous recommande d'utiliser ce plugin dans votre master pour finaliser l'espace stéréo. Surtout que celui-ci est gratuit et disponible sur le site de chez Isotope. Je vous mets bien sûr le lien en description. Alors qu'est-ce que la compression? Elle sert à réduire l'écart entre le volume le plus bas et le volume le plus haut en modifiant la dynamique. En effet, c'est intéressant car lorsqu'une personne chante, elle ne chante pas toujours au même niveau, et réduire cet écart permet d'avoir une certaine constante et de ne pas avoir par exemple un refrain beaucoup trop fort par rapport à un break ou à un autre moment. On essaye donc d'avoir un bon volume moyen dans toute la piste voix. La dynamique, c'est l'enchaînement entre le volume le plus bas et le volume le plus haut. Grâce à ceci, on va pouvoir réduire les pics qui ne sont pas utiles à la piste en question. On va également pouvoir donner beaucoup plus de punch à une basse ou à une guitare. On va pouvoir également lier les instruments avec une compression parallèle et avoir une bonne dynamique entre chaque instrument. Cette étape est tout aussi importante que l'égalisation ou la panoramique, puisqu'il va améliorer la lecture de chaque instrument. Il y a également plusieurs paramètres pour gérer sa compression. Le threshold qui est le seuil du volume. L'attaque, c'est la vitesse où rentre le son dans le compresseur. Le release, c'est la vitesse à laquelle le son sort du compresseur. Le ratio, plus on augmente le ratio, plus la compression sera forte. Plus on la baisse, plus la compression sera basse. Le gain qui assiste le ratio dans la compression. Et le type de compression, c'est-à-dire si c'est une compression assez forte, ou moyenne, ou très basse. Il permet un peu de genrer la compression. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on règle les paramètres de son compresseur. Si vous n'avez pas vu la première partie sur comprendre la compression audio, je vous invite à cliquer sur le lien juste au-dessus. Je vous conseille de prendre de quoi noter afin de réaliser ce calcul chez vous. Dans nos premiers paramètres, on va mettre un threshold à moins 10 dB et un ratio de 4:1. Ce sont les paramètres de base qu'on va appliquer à notre son. Son qui a un volume minimum de moins 12 dB, un maximum de 2 dB. Avec ceci, on peut déjà calculer le seuil entre les paramètres du threshold qui était à moins 10 et le volume maximum qui était de moins 2. Avec ceci, on peut savoir que l'excédent est de 8 dB positif. Et maintenant, on va pouvoir procéder au calcul. On va déjà prendre les 8 dB positifs et les diviser par 4, car c'est un ratio de 4:1. Et on obtient 2 dB. Après ceci, on conserve toujours un son minimum de moins 12 dB, car c'est pas cette partie-là qu'on a compressé. Par contre, le volume maximum a changé, puisqu'on a soustrait ces 2 décibels au moins 10 de threshold au départ. Et on peut également calculer la dynamic range, qui est maintenant de 4, puisque le son minimum est de moins 12, et le son maximum est de moins 8. Attention si vous mettez un ratio de 1:1, car cela devient un limiteur. Un limiteur, c'est juste un compresseur qui ne laisse plus rien passer au-delà du seuil autorisé. Si vous avez perdu trop de volume lors de votre compression, vous pouvez toujours monter le gain. Mais attention de ne pas trop compresser quand même. Vous pouvez monter l'attaque pour augmenter la percussion d'un snare, d'un kick ou d'un tom. Le calcul que je vous ai présenté juste avant provient du livre de Metin Bektas, qui est un excellent livre sur le compressage, le mixage et le mastering en général. Et il conviendra aux fans de Cubase et aux personnes qui sont assez à l'aise avec l'anglais. En réalité, un limiteur c'est un compresseur, mais avec des réglages tout à fait différents. C'est-à-dire que son attaque est extrêmement courte
et que son ratio est de 1/1. Dans cette configuration, rien ne dépassera au-dessus du threshold, contrairement au compressage qui va laisser passer un certain pourcentage en fonction du ratio que vous avez mis. Le limiteur, lui, va vous sauver du clipping. Vous savez, lorsque votre son commence à saturer, ou qu'un snare ou qu'un clap est largement au-dessus de la moyenne et casse un peu le rythme de votre chanson. Le compressage, lui, va donner une certaine dynamique à votre chanson. Si d'ailleurs vous n'avez pas déjà vu la vidéo explicative, vous pouvez cliquer sur le lien juste au-dessus pour avoir des conseils pratiques autour de la compression audio. Pour vous donner un exemple visuel, voici un titre non compressé et compressé. Et maintenant, un titre souffrant de clipping avant et après l'utilisation de limiteur. Attention seulement à l'utilisation du limiteur, il vaut mieux avoir une chanson bien compressée et dynamique qu'utiliser le limiteur en dernière minute et au risque d'avoir un son ultra compressé et pas très agréable. Pour vous donner un exemple, j'utilise un limiteur dans la reconstruction audio. Il m'arrive parfois d'avoir des demandes pour récupérer un projet datant de 30-40 ans et les normes n'étaient pas du tout les mêmes auparavant. Et il était clair que certains titres souffraient de clipping ou de saturation. Et grâce à cet outil, on peut rattraper ce genre de son avec un petit compressage et un nouvel equalizer. Et voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous invite à écouter mon dernier titre sorti la semaine dernière et me faire un petit retour. Non, ce n'est pas une erreur d'utiliser un casque audio pour son mixage ou son mastering d'ailleurs. Mais il faut savoir de quoi il en retourne. Mais il faut prendre en compte aussi que ce n'est pas pour rien que les professionnels utilisent des enceintes de monitoring. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Les enceintes de monitoring produisent un son plat, contrairement aux enceintes grand public qui, elles, sont colorées. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous écoutez votre musique sur plusieurs supports, le son n'est pas exactement le même. Il y aura d'ailleurs plus de différence si vous écoutez votre titre sur plusieurs supports grand public que sur plusieurs supports de monitoring. Les enceintes de monitoring, elles, donnent un rendez-vous beaucoup plus clair et précis à votre chanson, contrairement aux enceintes grand public qui modifient déjà la structure de votre mixage. C'est-à-dire que si vous utilisez des enceintes grand public pour votre mixage au complet, vous n'allez pas avoir un rendu fidèle. C'est-à-dire que si vous écoutez votre chanson sur d'autres supports après, vous n'allez pas du tout avoir le même résultat. Les enceintes de monitoring donnent un recul sur la composition et les enceintes grand public apportent déjà de la couleur. Et c'est pas ce qu'on veut lorsqu'on fait le mixage. Ce qui nous intéresse, c'est que le titre puisse être écouté sur tous les supports. Mais il y a aussi des désavantages, c'est-à-dire qu'elles sont plus complexes à utiliser, il faut entraîner son oreille, et elles sont plus difficiles à positionner. Cela vous demandera également un autre investissement, celui de traiter votre pièce au niveau de l'acoustique, mais on n'a rien sans rien. Si vous voulez un rendez-vous très fidèle, il faudra faire tout le nécessaire qui va avec. D'ailleurs, pour les casques de monitoring, la même règle s'applique. Les casques grand public sont colorés et les casques de monitoring sont plats. Par contre, les avantages de casques de monitoring sont assez clairs. Il n'y a pas de place particulière où les poser et leurs niveaux de détail sont assez poussés pour pouvoir faire par exemple de l'égalisation. Mais en désavantage, vous ne pourrez pas travailler correctement la stéréo de votre chanson malgré cette impression de profondeur. Je vous explique. Un casque de monitoring, vous entendez le son directement sur votre droite, directement sur votre gauche, comparé à des enceintes de monitoring qui prennent de l'espace. Et surtout quand elles sont bien positionnées, celles-ci vous donnent cette impression réelle de profondeur et fidèle surtout. Pour vous donner un exemple, l'enceinte qui est placée juste ici n'est pas placée correctement. Il faudrait qu'elle soit placée dans cet angle-là pour avoir beaucoup plus de précision. Dans le dernier point négatif, vous fatiguerez beaucoup plus vite vos oreilles avec un casque de monitoring qu'avec des enceintes. Ce n'est pas pour rien qu'on utilise également ce genre d'outil pour mesurer le niveau de décibels dans la pièce et ne pas se fatiguer en montant le son beaucoup trop fort. Pour conclure, je vous recommande d'utiliser plusieurs supports audio pour votre mixage. Moi par exemple, j'utilise les enceintes de monitoring, le casque de monitoring, les enceintes grand public, pour avoir un retour tel que vous l'aurez chez vous, mais également avoir de l'objectivité avec le matériel professionnel adapté. La reverb, c'est la manière dont un son persiste après son arrêt. À ne pas confondre avec le délai qui ne fait que répéter le signal audio entre son arrivée et sa sortie dans la VST.
La reverb, elle, va réfléchir contre les parois de la pièce et baisser son volume progressivement. Et rien de tel qu'un exemple pour vous montrer la différence entre une reverb et un délai. On constatera dans le premier échantillon que la reverb persiste et baisse son volume progressivement. On pourra également voir que dans le deuxième échantillon, le signal audio est répété et baisse progressivement en fonction des paramètres appliqués à l'outil de VST. Outre les éléments graphiques et les éléments sonores, notre cerveau a une façon très particulière de traiter le son. Surtout quand la reverb intervient au bout de 30 millisecondes puisque notre cerveau va mélanger les sources sonores et va nous donner l'impression que le son continue d'être émis par la même personne. Et on était d'accord que le son persiste avec la reverb après son interruption. Pourtant, on a toujours l'impression qu'il vient du même endroit. Vous apprendrez également que le premier à avoir utilisé la reverb artificielle dans le domaine de la musique est Bill, fondateur d'Universal Audio en 1947. Ce qui inspirera par la suite la création de la cabine Leslie de Donald Leslie. Après cette explication brève, j'espère que vous avez compris le sens de la reverb et sa différence avec le délai. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les paramètres de la reverb dans FL Studio. Cette vidéo est la suite de la première partie sur l'explication autour de la reverb. Je vous invite à cliquer sur le lien juste au-dessus si vous ne l'avez pas déjà vu. On peut déjà commencer par le visualiseur qui vous permet d'imaginer la pièce que vous êtes en train de créer grâce aux paramètres situés juste à droite. Avec le mid, on va pouvoir faire une reverb beaucoup plus centrée dirigée vers le mono. Avec le side, on va pouvoir faire une reverb plus stéréo en rapport avec la réflexion contre les parois de la pièce. On a aussi le high cut et le low cut qui, comme l'égalisation, permettent de faire un coupe bas et un coupe haut sur la reverb. On a aussi le pré-délai qui permet de créer un effet d'écho et de la profondeur à la piste souhaitée. Attention surtout à ne pas en mettre de trop, sauf si vous voulez que cette piste soit mise en avant. On a aussi la size qui vous permet d'ajuster correctement la taille de la pièce par rapport à la reverb que vous voulez simuler. On a aussi la diff ou diffusion qui permet de gérer la densité de réflexion dans la pièce. Si la densité est faible, la reverb va être beaucoup plus claire. Par contre, si elle est élevée, elle va être beaucoup plus lourde. On peut parler aussi de la modulation qui permet de créer une reverb beaucoup plus naturelle en cassant le côté métallique de la réverbération artificielle. Le speed qui permet de régler la vitesse de modulation de la reverb dans le temps imparti. La basse qui permet de régler la fermeture des basses fréquences dans la reverb. La cross, c'est ce qui permet de déterminer où les basses fréquences vont être accentuées avant leur fermeture par le bouton basse. Vous avez aussi le deck ou decay qui permet de contrôler le temps de chute de la réverbération. Vous avez le DEM qui permet de régler la fermeture des hautes fréquences dans la reverb. Maintenant, on va pouvoir parler des 4 derniers effets qui sont importants. Le dry qui correspond au son sans la reverb et qui règle le niveau du signal d'entrée que vous transmettez à votre sortie. Le R ou Early Reflection qui règle le niveau des premières réflexions. Et le wet qui permet de régler le son uniquement réverbéré. Et la SEP qui permet de régler la séparation stéréo du son wet. Aujourd'hui, on va parler de la saturation et de la distorsion. Il est important de connaître la différence entre ces deux effets. On va commencer par la saturation. La saturation, c'est un grésillement dans le son. Il est causé par des fréquences harmoniques aiguës beaucoup trop élevées et c'est ce qui fait ce sentiment de grésillement ou de crépitement dans certaines enceintes. En général, on va considérer la saturation comme une erreur car elle n'est pas agréable à entendre. La distorsion est une forme de saturation contrôlée puisqu'elle permet de dénaturer un son pour en faire ce qu'on veut. On va retrouver par exemple la disto sur des guitares, des SFX, mais également sur de la voix pour des groupes orientés punk, gothique, hardcore, etc. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on utilise la saturation et la distorsion dans FL Studio. Avec le premier paramètre, on va pouvoir choisir où la saturation va être utilisée. Plus vous allez augmenter le rayon, plus le son risque d'être saturé. Vous avez également le paramètre color qui permet de choisir la position de base dans la plage de fréquence. Plus vous allez monter, plus vous allez aller dans les aigus. Dans la troisième option, vous allez pouvoir choisir le taux de saturation, et plus vous l'augmentez, plus vous avez de chances que le son sature. Le quatrième va permettre d'augmenter la puissance du préampli 200 fois. Vous avez également un post-filter qui, comme l'égalisation, permet de faire un coupe haut et de choisir où la saturation va s'arrêter. Et vous verrez également un post-gain qui permet de choisir le gain de sortie du son. Vous connaissez maintenant les paramètres de la saturation dans FL Studio, maintenant je vais vous expliquer celle de la distorsion. La première option vous permet d'augmenter le signal du son. Il faudra prendre en compte que lorsqu'elle est au milieu, elle est considérée comme à 100%. Donc si vous vous décalez sur la gauche, le son va baisser dans son pourcentage et sur la droite il va augmenter. Vous avez également le thresh qui fait beaucoup penser au premier paramètre de la saturation. Elle permet donc de choisir la bande de fréquence à modifier. Vous avez également le mode A et B qui vous permet de choisir 2 modèles de distorsion. Le mix lui permet de choisir le taux de distorsion dans le son au complet. Et le post-gain, comme pour celui de la saturation, permet d'ajuster le niveau de sortie. Pour la petite légende, on dit que c'est le groupe The Kings qui aura inventé la distorsion dans les années 1960.
Mais le problème c'est qu'on trouve déjà des sources de distorsion dans les années 1956 par le groupe de Paul Burlinson, un groupe de rockabilly. En tout cas c'était tout pour moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ces vidéos jusqu'à la fin, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt, à ciao. Salut, c'est Jason d'XR Studio. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu plus particulière. Premièrement, j'aimerais vous souhaiter la bonne année et une bonne réussite dans vos projets audio. Dans cette vidéo hors sujet, je vais vous donner quelques nouvelles. Je reprendrai bien évidemment les tutos sur le mixage et le mastering dans les prochaines semaines. En première nouvelle, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai fait la refonte de mon site web, en vue de ma formation de création et de gestion de site web que j'ai fait récemment. Dans une autre vidéo, je vous présenterai l'organisme de formation et je vous parlerai bien évidemment des difficultés que j'ai rencontrées, ce que j'ai appris, ce que j'ai apprécié et bien évidemment ce que j'en pense globalement. En tout cas, aujourd'hui, je suis plutôt satisfait de mon parcours puisque j'intègre une deuxième session de formation qui va me permettre d'affûter mes compétences en tant que webmaster. Par conséquent, je me pose aussi la question s'il ne serait pas intéressant de parler de ce sujet-là sur cette chaîne et pouvoir aider des personnes qui font la gestion de leur site eux-mêmes, répondre à des questions quotidiennes et tout simplement parler du web en lui-même. En tout cas, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'aimerais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse sur une note musicale en vous faisant écouter Yokai, qui est un de mes clients de l'année dernière et qui, à mon avis, mérite votre attention. Sur ce, je vous laisse. À ciao!